L'une des pires sensations au monde, c'est lorsqu'on réalise qu'on a été manipulé. Non seulement c'est embarrassant de s'être fait avoir, on se sent bête et confus parce qu'on se dit mais comment est-ce que j'ai pu tomber dans le piège? On a l'impression d'être le dindon de la farce, on est en colère contre soi-même parce qu'on se reproche de ne pas avoir vu la chose venir ou de ne pas avoir agi différemment. Et parfois même on se demande est-ce que c'est moi qui attire les manipulateurs? Est-ce que c'est ma façon d'être? Et on réagit comme ça parce que, en tant qu'être humain, nous avons pour la plupart un besoin d'autonomie et d'indépendance. Et la manipulation vient directement nous voler cette possibilité ou cette capacité de prendre nos propres décisions. La manipulation, c'est lorsque quelqu'un veut nous pousser à la compliance, c'est-à-dire à faire ce qu'il ou elle veut qu'on fasse, mais au lieu de demander directement, parce qu'il ou elle sait qu'il y a des chances qu'on dise non, la personne va utiliser des moyens indirects, des tactiques malhonnêtes ou trompeuses pour avoir le pouvoir sur nous et ensuite influencer nos décisions. Et la manipulation, c'est pas juste un problème de communication. C'est pas non plus de la persuasion. Parce que celui qui veut nous persuader nous donne les arguments et ensuite nous laisse prendre la décision de nous-mêmes. Non. La manipulation, c'est un comportement foncièrement opportuniste et sournois. L'autre a eu le pouvoir sur moi sans que je ne me rende compte et m'a poussé à faire ou à accepter ce que, en temps normal, je n'aurais ni fait ni accepté. Une chose est sûre, on a tous été manipulés au moins une fois dans nos vies. De la même manière que nous aussi, nous avons déjà manipulé d'autres personnes au moins une fois dans nos vies. Tout n'est pas manipulation, mais la manipulation est présente partout, que ce soit le business, le marketing, en amour, en politique, etc. Il y a des centaines de tactiques et de stratégies de manipulation. Certaines sont subtiles, d'autres sont évidentes. Certaines sont rapides, d'autres font partie des stratagèmes qui durent des années et les conséquences peuvent être positives, négatives ou anodines. Maintenant, même si c'est vrai que la plupart des gens ont déjà utilisé des techniques de manipulation par-ci par-là pour parvenir à leur fin, il y a par contre certaines personnes pour qui la manipulation fait naturellement partie de leur façon d'opérer. Par exemple, les gens qui ont des troubles de la personnalité tels que narcissiques et antisocial. Et il y a aussi des gens qui sont particulièrement susceptibles d'être manipulés, donc qui sont plus facilement manipulés. Par exemple, ceux qui ont le trouble de la personnalité dépendante. Mais ça, ce sont des cas bien spécifiques. Et pour cette vidéo, on ne parlera pas de personnalité, on ne parlera pas de trouble. On va se concentrer sur l'interaction sociale de tous les jours et sur certaines erreurs de jugement. On ne parlera pas non plus de toutes les formes de manipulation, en amour, en politique, etc. On va se concentrer sur le marketing, même si vous constaterez que certaines de ces solutions touchent aussi à d'autres domaines. En société, il y a des règles, il y a des principes de communication par lesquels on interagit les uns avec les autres. Et ça nous permet de vivre en harmonie et de construire des relations. Et la manipulation, en fait, vient détourner ou pervertir ces principes. Il y a aussi des erreurs de jugement que nous, on a tendance à faire en tant qu'être humain, qui augmentent aussi le risque de se faire manipuler. Nous allons donc revoir ces erreurs de jugement et revoir ces principes d'influence et apprendre à éviter de tomber dans le piège. Le premier conseil pour éviter de se faire manipuler, c'est la vigilance. La manipulation opère le mieux lorsqu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Pour éviter de se faire manipuler, il faut déjà la capacité de détecter la ruse. Certains d'entre vous me diront, bah oui, c'est logique. Oui. Mais le problème, c'est que souvent, notre cerveau est en mode pilotage automatique. On fait beaucoup de choses dans la journée sans y penser, comme par exemple prendre une douche, se brosser les dents, conduire, se raser, etc. Parce que, comme ce sont des choses qu'on fait très souvent, le cerveau peut s'en occuper et s'assurer que ce soit fait rapidement, avec précision et correctement, sans qu'on ait besoin de réfléchir ou d'y penser. Et le cerveau donc se met en mode pilotage automatique. Comme ça nous libère l'esprit. Et ça permet de conserver notre énergie pour des choses qui sont plus importantes. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut conduire en planifiant sa journée de travail ou qu'on peut se brosser les dents et réfléchir à une solution à un problème. Le souci, c'est que parfois, on reste en mode pilotage automatique, même lorsque quelqu'un nous approche pour nous faire une demande. Et on examine ce que la personne nous demande de manière paresseuse. On n'analyse pas vraiment, on ne réfléchit pas vraiment et ça nous rend vulnérables à la manipulation. Donc, avant toute chose, il faut être vigilant. Ensuite, il faut savoir dire non. Les gens, souvent, ont peur de dire non parce qu'on a l'impression que si on dit non, les autres ne vont pas nous aimer, ne vont pas nous accepter, vont se dire qu'on est égoïste, qu'on est mauvais ou qu'on est insensible. Et on veut tous être perçus comme étant des gens bienveillants et généreux. Et il y a aussi parfois la crainte que si on dit non, ça va causer un problème, une dispute, ça va jeter un froid ou ça va mener à une confrontation et on se dit c'est pas la peine. Parfois, on se sent même responsable de ce qui arriverait à l'autre si on dit non. La recherche démontre que la culture, le sexe et l'estime de soi jouent un rôle dans la difficulté que beaucoup ont de dire non. Les sociétés africaines, par exemple, sont majoritairement collectivistes. Donc, l'individu est né pour faire passer le groupe avant lui-même.
C'est donc difficile de dire non dans ce contexte-là. Les femmes aussi ont moins tendance à dire non parce qu'elles sont conditionnées ou élevées avec la pensée qu'il faut être gentil, il faut être obéissante, il faut se sacrifier pour les autres. Et ensuite, les gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui ont une faible estime de soi ont aussi des difficultés à dire non parce qu'ils se sentent maladroits, incompétents, mal aimés et ils font tout pour éviter d'être rejetés. Quoi qu'il en soit, c'est généralement difficile de dire non, mais c'est essentiel. Dire non quand c'est nécessaire permet de s'assurer qu'on conserve notre autonomie et ça permet aussi d'avoir un certain sentiment de contrôle. Ça ferme la porte aux manipulateurs qui tenteraient de chercher à nous utiliser et il ne faut pas s'inquiéter aussi de la réaction des autres. S'il y a un malaise, ce sera temporaire. Et il faut savoir qu'au contraire, dire non permet d'établir des limites saines et ça permet aussi d'obtenir le respect des autres. Donc, il faut savoir qu'on a le droit de dire non calmement, respectueusement, mais fermement, sans avoir à donner d'explications, à se justifier ou à se sentir coupable. Savoir dire non maintenant, c'est quelque chose qui se pratique. Ensuite, il faut avoir parfois le courage d'interpeller le manipulateur. Parfois, dire non ne suffit pas. Le manipulateur peut juste chercher une autre manœuvre ou une autre stratégie et c'est parfois nécessaire de leur dire « Stop, je vois clair dans ton jeu ». Tout va dépendre du contexte, bien sûr, et le but, c'est de le faire de manière diplomatique. Dans les ventes, par exemple, faire savoir aux vendeurs qu'on a compris leur stratégie peut permettre d'avoir une conversation plus honnête par rapport au produit. Après, il faut faire attention au contexte. Les manipulateurs redéfinissent la réalité et font tout pour nous emmener à voir les choses comme eux, ils le souhaitent. Ils manipulent l'information afin de modifier le contexte et vous pousser à voir les choses de leur point de vue. Ils fixent les règles du jeu. Par exemple, quand un vendeur vient me voir en me disant que les articles sont normalement à $80, mais il me les vend à $40 et comme ça je fais de grosses économies, il essaye de changer le contexte pour me pousser à voir sa proposition à lui comme une aubaine, comme une bonne opportunité pour moi. L'économie, selon lui, c'est les $40 qu'il aurait pu prendre en plus, mais qu'il a enlevé du prix initial. Alors que non, l'économie, c'est si je garde mon argent, mes $40 dans ma poche, au lieu de les dépenser pour un produit que je n'avais pas de toutes les façons prévu d'acheter. Et le dernier point, c'est comprendre comment fonctionnent les 7 principes d'influence sociale. D'après les psychologues sociaux, il y a 7 principes de persuasion qui sont utilisés dans nos sociétés et qui font partie de nos interactions normales, quotidiennes, et que le manipulateur détourne à son avantage. Et la plupart des techniques de manipulation utilisent un ou plusieurs de ces principes. Le premier principe, c'est la norme de réciprocité. Le fait qu'on se sente obligé, si quelqu'un fait un geste positif envers nous, de retourner la faveur. C'est à cause de cette norme qu'on se sent obligé d'accepter le produit quand le vendeur fait semblant de baisser le prix ou de rajouter un bonus ou qu'il nous fait goûter un échantillon. On se dit, le vendeur a fait un geste généreux envers moi, un geste gentil, je dois aussi faire une concession en échange et acheter le produit. Comme stratégie pour déjouer ça, certains évitent carrément d'accepter les cadeaux, les échantillons ou les faveurs parce qu'ils ne veulent pas se sentir endettés. En réalité, il faut simplement se rappeler que la personne n'a pas diminué le prix ou rajouté un bonus pour nous faire un cadeau. C'est pas un cadeau, ce n'est qu'une simple tactique de vente et que donc nous ne leur sommes pas redevables. Déjouer la norme de réciprocité revient à apprendre à détecter déjà les motifs réels de la personne quand elle dit qu'elle nous fait une faveur et prendre le temps de réfléchir. Est-ce que vraiment c'est une faveur? Est-ce que vraiment c'est un avantage pour moi? Et qu'est-ce que la personne elle-même a y gagné? Ensuite, il y a l'engagement et la cohérence. Rappelez-vous qu'on n'aime pas se contredire, on n'aime pas, quand on a conclu un accord, revenir dessus parce qu'on a horreur de paraître comme étant quelqu'un de peu fiable. Quand on a publiquement pris un engagement, on tient à aller jusqu'au bout. Et le problème, c'est que certaines stratégies de manipulation vont nous pousser à conclure d'abord un accord et à nous engager pour qu'après la personne augmente le prix ou dévoile les frais cachés et nous après on se sent coincé parce qu'on a déjà dit oui, donc on se dit ok, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout malgré tout. L'une des solutions serait de demander toute l'information avant de s'engager parce que la clé, c'est que la personne ne nous dit pas tout exprès. Mais même si on a déjà pris l'engagement, une autre solution, c'est de se rappeler que l'autre ne nous a pas donné toute l'information et de leur faire la remarque. Si on ne savait pas ça depuis le départ, on revient sur notre décision parce que c'est l'autre qui n'a pas été clair. Après, il y a la validation sociale. Ça joue sur nos tendances conformistes. Le fait qu'on aime observer le comportement de la masse, on imite et parfois on reproduit bêtement ce que les autres font. Ça veut dire qu'on a plus tendance à accepter une demande lorsqu'on a l'impression que plusieurs autres personnes ont fait pareil. On va acheter un produit parce que tout le monde achète, tout le monde porte ça en ce moment, etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de publicités, par exemple, qui vont dire le produit le numéro 1 mondial de services téléphoniques, etc. Et bien sûr, certains peuvent exagérer ou mentir. Le moyen de déjouer cette stratégie, c'est de se rappeler que juste parce que d'autres ont aimé le produit ne veut pas dire que le produit va me convenir à moi. Il faut que je prenne le temps de réfléchir. Et qu'ensuite, les gens peuvent tout simplement mentir et faire croire que leur produit est très vendu et accepté par tout le monde, même lorsque c'est pas le cas. Et ça, c'est un argument, l'argument de tout le monde achète ou tout le monde le veut, qui marche surtout lorsqu'on est en mode pilotage automatique. Parce qu'on se dit, ah oui, bon, si tout le monde achète, c'est que c'est bon.
Après, il y a l'unité. L'unité, c'est quand le manipulateur cherche à établir un lien avec nous sur la base d'un point commun. Oh, on est de la même ville, on est du même pays. Oh, moi aussi, ma mère est africaine. Oh, on est immigrants tous les deux. Oh. Et ça crée un lien presque familial. On commence à voir la personne comme l'un des nôtres. On se laisse après plus facilement convaincre parce qu'on se dit peut-être on doit s'entraider, on est frères, on est un peu pareil. Alors que l'unité aussi, c'est un outil de manipulation et ça ne devrait pas nous empêcher d'examiner la proposition que l'autre nous fait. Oui, on est tous les deux frères, oui, on est tous les deux africains, mais quel est le deal que tu me proposes? Ensuite, il y a l'appréciation. Une autre raison pour laquelle certains vendeurs, par exemple, vont chercher à avoir des points communs avec nous, c'est pour augmenter les chances qu'on va les apprécier. Il y a différentes stratégies pour nous pousser à les apprécier qu'un vendeur peut utiliser. La beauté, par exemple, a une très grande influence sur nous. Donc, plus la personne est belle, plus on aura tendance à être influencé. Ils peuvent utiliser aussi les compliments. Ils peuvent aussi faire semblant de vouloir nous aider et de coopérer avec nous en disant « Non, vous en faites pas, je vais parler avec mon patron, on va vous trouver une réduction. » Ils font tout en fait pour créer un rapport, un lien positif avec nous. Et après, c'est plus difficile pour nous, lorsqu'on apprécie quelqu'un, de dire non. Mais il faut pourtant compartimentaliser, donc séparer et se dire oui, le vendeur est joli, le vendeur est gentil, mais est-ce que le deal qu'il me propose ou qu'elle me propose m'arrange? Une autre stratégie que les manipulateurs utilisent beaucoup, c'est la rareté. Ça, c'est lorsque le manipulateur nous fait croire que tout le monde se jette sur son produit et que si on n'achète pas maintenant, il n'y en aura plus. Ou alors que c'est une gamme exclusive, il n'y a que 100 comme ça en circulation. Et si vous achetez, vous faites partie d'une élite. Ou alors, si vous voulez acheter cette maison, il va falloir le faire maintenant parce que d'autres clients ont déjà fait des offres. Plus on a la sensation que quelque chose est rare, unique ou exclusif ou c'est désiré, plus on aura envie de l'obtenir, même si, au fond, le produit ne nous intéresse même pas. On a une réaction physique et émotionnelle, un peu comme si on était en état d'urgence et on se dit « il faut absolument que j'ai le produit ». Mais la clé, c'est de ne pas se laisser avoir par le faux sentiment d'urgence. Il faut refuser de prendre des décisions d'investissement à la va-vite. Il ne faut jamais laisser personne nous pousser à prendre une décision pressée, que ce soit un investissement ou un achat, parce que l'une des stratégies que les escrocs utilisent beaucoup, c'est la rareté. C'est la pression qu'ils nous mettent. Comme ça, on n'a pas le temps de se demander si on veut vraiment le produit. On n'a pas le temps de considérer le pour et le contre ou d'analyser l'offre. On se dit, il faut que j'achète. Le dernier principe d'influence, c'est l'autorité. Et ça, c'est le sujet qu'on va développer dans les prochaines semaines. On va parler d'autorité et d'obéissance et on va parler des dangers de la soumission. Et pour ceux d'entre nous qui avons grandi dans des dictatures, on comprendra pourquoi et comment l'armée d'un pays en arrive à tirer sur son propre peuple. Alors voilà, c'était tout pour la Minute Afro-Psychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de like, de commenter, de partager. Vous pouvez retrouver la Minute Afro-Psychologie sur Facebook et vous pouvez vous abonner sur YouTube. Entre-temps, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler psychologie.